Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et aujourd'hui, nouvel instant rolling sur un sujet qu'on m'a beaucoup réclamé, les staples. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des cartes à usage universel qui ne sont pour la majorité pas reliées à un archétype spécifique. Ce sont principalement des cartes de side deck utilisables dans des decks divers et variés, mais on peut également les retrouver en main deck. Je vais aborder beaucoup de cartes différentes dans cette vidéo, c'est pour ça que vous pourrez retrouver un sommaire des différentes questions abordées dans la description. Je vous conseille quand même de pousser la curiosité et de regarder la vidéo en entier. Je vais aussi partir plus ou moins du principe que vous connaissez un peu les cartes. Leurs textes seront toujours affichés à l'écran, et je résumerai rapidement les effets, du moins les effets dont je parle, mais je ne m'éterniserai pas dessus non plus, sinon ça va prendre trop de temps. On ira au plus simple. L'idée avant tout, c'est de développer les rulings derrière. Je précise que certaines notions et cartes ont déjà eu une vidéo à elles. Non seulement je parle de mes différents tutos, mais également d'anciens instants ruling comme celui sur les dangers, ou encore sur les cartes du type il ne peut en avoir qu'un. Je n'aborderai bien sûr pas encore ces mêmes cartes, bien que je puisse rappeler certaines notions. On reviendra sur quelques concepts qu'on a déjà vus. Et avant de commencer, j'ai une annonce importante. Il existe depuis quelques mois déjà un groupe Facebook spécialisé dans les questions de ruling et de policies, les règles en tournoi, et qui est géré par une équipe de divers juges officiels et de connaisseurs dont je fais partie. Donc surtout, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Commençons enfin cette vidéo dans laquelle je vais notamment revenir sur les annulations d'effets et les promos des Teen Sarcophages Dorés. Comme vous l'avez compris et vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est juste la première vidéo sur les staples, j'ai énormément de questions à aborder et je peux pas tout faire en une seule vidéo, donc il y aura plusieurs épisodes à l'avenir. On attaque tout d'abord par Pancraceratops contre absorption de compétences et consorts. Alors, j'avais fait l'explication détaillée dans mon tuto sur les activations et annulations, mais donc pour revenir là-dessus, parce que surtout ça va me permettre de parler d'autre chose qui y est liée, donc tant qu'à faire, j'ajoute quelques staples bonus. Et donc pour ce qui est de ces cartes-là, on a donc Pancraceratops sur le terrain avec absorption qui est déjà face recto et effective. Et ce qui va donc se poser comme question, c'est si on peut activer son effet en le sacrifiant lui-même et le résoudre. Et la question est oui, car le sacrifice est son coût d'activation. Donc, il peut toujours activer son effet, on le rappelle, même si ses effets sont annulés. Et puisqu'il se sacrifie directement en coût d'activation, ça veut dire qu'au moment de résoudre son effet, eh bien, il ne sera plus en train d'être annulé par absorption, puisque c'est une annulation en continu. Rappelez-vous la différence entre les annulations qui se font en continu et les annulations comme illusionniste d'effet qui se font à un instant T. Et justement, à l'inverse, on peut prendre le cas du saut hiératique des sphères divines contre plus du tout gouverneur des ténèbres. Cette magie annule les effets d'un coup et jusqu'à la fin du tour. Ce n'est donc pas une annulation en continu comme absorption. Et on ne peut pas y répondre avec des effets de monstre, donc dans tous les cas, on sait très bien que ça va annuler le saut sans qu'il puisse y répondre. Et ensuite, que se passe-t-il si on active son effet et qu'on le sacrifie lui-même ? Eh bien l'effet ayant été activé alors qu'il était annulé de cette façon, il se résoudra annulé, même si le monstre n'est plus sur le terrain. Par contre, une fois que le sceau est au cimetière, c'est un monstre différent, je le rappelle, et ses effets ne sont donc plus annulés. Il pourra dès lors activer son deuxième effet pour invoquer un dragon, et ce dernier ayant été invoqué après la résolution de plus du tout gouverneur des ténèbres, il n'a pas ses effets annulés. C'est donc quelque part une certaine façon de contourner cet effet. Tant qu'on y est, restons sur les promos des Teen Sarcophages Dorés avec Nibiru, et plus précisément ce qui le différencie des cartes de type Kaiju, Golem de Lave ou Rat Mode Sphère. Les sacrifices requis pour invoquer ces derniers ne sont pas considérés comme un effet, c'est plus de l'ordre du coût ou de la condition d'invocation. Ça veut dire que on peut tout à fait sacrifier un monstre qui n'est pas affecté par les effets de cartes. C'est pour ça en fait qu'on considère que c'est une des façons les plus puissantes pour se débarrasser de n'importe quel monstre. Seuls les monstres qui ne peuvent pas être sacrifiés y sont immunisés. Et bien entendu, si vous ne pouvez pas sacrifier de manière générale à cause d'un effet, vous ne pouvez pas non plus les invoquer. Logique. Mais Nibiru est différent car c'est un effet qui fait le sacrifice. Vous pouvez même lire que c'est un effet rapide, et que le fait de sacrifier n'est pas un coût d'activation, mais bien une partie de l'effet. Donc si un monstre n'est pas affecté par les effets de cartes, il ne sera pas sacrifié. De la même manière, et ça par contre c'est pas évident à deviner, des cartes comme Tempête des Monarques ou Antre des Ténèbres ne vous permettent pas de sacrifier un monstre qui n'est pas affecté, et ce, même si vous sacrifiez pour payer un coût d'activation. Dans ces cas-là, on considère que c'est l'effet de la carte qui rend le monstre sacrifiable, en quelque sorte.
Et pour votre information, si on ne sacrifie aucun monstre, on n'invoquera pas Nibiru. Il faut en sacrifier au moins un, même si on sacrifie absolument pas tous les monstres présents sur le terrain. Notamment parce qu'ils ne seraient pas affectés ou pas sacrifiables. Et tant que nous sommes sur Nibiru, il y a plusieurs autres questions à aborder. Tout d'abord, je vais devoir critiquer un peu le texte français qui est très maladroit selon moi. Le verbe de la condition d'activation est au présent, mais ensuite, il y est dit minimum 5 monstres ce tour. Ça a de quoi vous rendre confus sur le fonctionnement même du monstre, car nous avions vu qu'une condition d'activation au présent induisait un timing d'activation très précis. Mais on lit minimum 5, donc il faut comprendre qu'en réalité c'est n'importe quand à partir de 5 monstres invoqués, qu'il y en ait eu 5 ou 10 ou 50. Et pour cause, le texte anglais est beaucoup plus explicite puisque le texte est au passé, donc on comprend bien qu'on peut l'activer si l'adversaire a invoqué au moins 5 monstres ce tour, en général, et pas forcément qu'il vient d'invoquer le 5e monstre. Et comme c'est un effet rapide, ça veut dire qu'il est activable à beaucoup de moments différents. Basiquement, si vous respectez le système de priorité évidemment, vous pouvez l'activer un peu n'importe quand pendant la main phase de votre adversaire, à partir du moment où il aura invoqué 5 monstres ou plus. Et je parle bien de main phase, car c'est la 1 et la 2. On compte les invocations réalisées durant tout le tour, toutes les phases, et pas juste la main phase actuelle, mais c'est activable uniquement en main phase 1 ou 2. Et quand on dit minimum 5 monstres, on parle bien du nombre de monstres invoqués, et pas du nombre d'invocations. Si je fais une invocation pendule de 5 monstres, j'ai fait une invocation, mais j'ai invoqué 5 monstres. Donc pour Nibiru, ça suffira. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, on rappelle le gros schéma de priorité très important à connaître, que ne serait-ce que pour passer à la phase suivante, il faut que les deux joueurs soient d'accord, et ça laisse l'opportunité à chaque joueur d'activer notamment des effets rapides. Donc même si votre adversaire fait toute sa main phase 1 et décide de vouloir passer en battle phase, vous pouvez, avant qu'on passe effectivement en battle phase, décider d'activer Nibiru. Vous avez totalement le droit. Mais du coup, comment le contrer ? Et c'est là que je souligne bien le fait que c'est un effet rapide, encore une fois, et donc notamment un effet qui s'active. C'est pour ça que parmi les méthodes les plus utilisées, on a par exemple Roi Chacal, Apollousa, donc ces deux qui peuvent en annuler l'activation, ou même Azathoth. Car ce dernier empêche l'adversaire d'activer des effets de monstre à partir du moment où il est invoqué, et c'est un effet qui ne s'active pas, comme vous pouvez le lire. Ça veut dire que même si Azathoth est votre 5e invocation, ou même plus, il ne pourra pas se prendre Nibiru. Ça sera déjà trop tard au moment où l'adversaire pourrait activer quoi que ce soit en réponse à l'invocation. À l'instant où il touche le terrain, cet effet est appliqué. Pour ce qui est des deux premiers et de l'annulation, ça va être légèrement différent pour chacun. Chacal annule et détruit, donc Nibiru ira au cimetière. Mais Apollousa ne fait qu'annuler l'activation sans toucher à la carte en question, donc Nibiru restera dans la main. Il pourra cependant pas réactiver son effet le même tour, puisqu'il a un hard once per turn, qui dit qu'on ne peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Là aussi, on a déjà parlé de tout ça, donc je vais pas m'étendre à nouveau sur le sujet des une fois par tour. En revanche, ce qui n'arrêtera pas Nibiru, ou plus exactement le sacrifice, c'est de ne pas pouvoir l'invoquer au moment de sa propre résolution. Je m'explique. Si, une fois arrivé à la résolution de l'effet de Nibiru, on ne peut plus l'invoquer pour X raisons, on va continuer à résoudre l'effet autant que possible. Et étant donné que c'est écrit « et si vous le faites », on a besoin de sacrifier pour invoquer Nibiru, mais on n'a pas besoin de pouvoir invoquer Nibiru pour sacrifier. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Je rappelle encore une fois que tout ça, ça ne vaut qu'à la résolution, pas dès l'activation. Si au moment d'activer son effet, vous pouvez déjà pas l'invoquer, vous pouvez pas activer l'effet tout court. Mais alors, si mon adversaire active Nibiru et que je réponds avec l'effet de Drago Berserker du Tenni, je vais bannir Nibiru, il est vrai, et donc, puisque le Nibiru qui a activé son effet n'existe plus, il ne sera pas invoqué, mais l'effet se résoudra autant que possible, et donc les monstres seront sacrifiés. C'est également une technique utilisée par les joueurs Orcust qui, grâce à Babel, peuvent activer leurs effets d'Orcust en tant qu'effet rapide. La technique est donc d'activer Nibiru et de chaîner avec un effet d'Orcust qui, à sa propre résolution, vous empêchera d'invoquer autre chose que des monstres ténèbres. Ainsi, c'est l'Orcust qui se résoudra en premier, imposant donc sa restriction, puis viendra le tour de résoudre Nibiru, on va donc sacrifier les monstres, mais il ne pourra pas être invoqué, puisqu'il est lumière. Il restera donc en main, prêt à être utilisé à nouveau un tour prochain. Et maintenant que j'ai établi ça,
je vais pouvoir rajouter une autre technique qui permet de bloquer Nibiru, c'est Winda Marionnette de l'ombre L. Tant qu'elle est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer spécialement plus d'une fois par tour. Et si on lit bien Nibiru, il s'invoque séparément de son jeton. Ce sont bien deux invocations spéciales distinctes. Ça veut dire que sous Winda, on ne peut pas activer Nibiru, puisqu'activer son effet, ça induit deux invocations spéciales, ce qui est impossible. D'ailleurs, pendant qu'on parle de Winda, elle est souvent invoquée via fusion instantanée, mais sera donc détruite à la end phase. Pour parer à ce problème, les joueurs utilisent Dingirsu et son effet de protection pour empêcher sa destruction pendant la end phase. Cependant, vous pourriez ne pas savoir que fusion instantanée tentera de la détruire durant chaque end phase, jusqu'à ce qu'elle réussisse. Donc même si elle survit à la première end phase, elle sera détruite à la prochaine. Il faudra donc la protéger en permanence pour la garder sur le terrain, pas uniquement la première fois. Continuons en parlant des monstres qui ne sont pas affectés par les effets de cartes, car il y a différentes cartes qui font débat. Peut-on utiliser super polymérisation dessus? Non, car les utiliser comme matériel fusion fait partie d'un effet. Est-ce qu'ils sont affectés par mine mystique? Non, parce qu'ils n'y sont pas soumis. Mine mystique, ça touche uniquement le joueur, c'est à lui que la carte impose des restrictions. Ça n'affecte pas les monstres, donc le fait qu'un monstre ne soit pas affecté par les effets n'y changera rien, ils ne pourront quand même pas attaquer ni activer leurs effets. Et terminons en parlant d'A force égale, et notamment sur ce qu'elle peut bannir ou non. A vrai dire, en fait, elle ne bannit rien du tout, et ça va être notre premier point. C'est une carte qui ordonne à l'adversaire de bannir lui-même ses cartes, donc le bannissement n'est pas réalisé par l'effet de la carte. Ça veut dire que l'adversaire pourra bannir un monstre qui n'est pas affecté par les effets. Ceci dit, si un monstre ne peut pas être banni tout court, et pas spécifiquement que par des effets de carte, mais bien ne pas être banni tout court, eh bien votre adversaire ne pourra pas choisir de le bannir. Et d'ailleurs votre adversaire bannit face verso, un statut qui fait que ces cartes bannies ne sont rien de plus précis que des cartes bannies. Elles n'ont aucune propriété, niveau, monstre, magie piège, attaque, défense, et bien entendu aucun effet. C'est la différence avec le fait de bannir tout court, donc par défaut bannir face recto. Dans une situation classique, vous activez la carte depuis votre main alors que vous n'avez aucune carte sur le terrain. Donc par conséquent, quand vous résoudrez cet effet, elle sera encore sur votre terrain. Ce qui veut dire que l'adversaire devra bannir toutes ses cartes, sauf une, puisque vous avez une carte sur le terrain, et qu'il faut qu'à la fin, eh bien, les deux joueurs aient le même nombre de cartes. Donc en fait, l'adversaire ne doit pas tout bannir, mais bien tout, moins 1. Et si vous avez d'autres cartes sur le terrain, en particulier d'autres cartes activées dans la même chaîne, n'oubliez pas qu'une magie piège qui est censée être envoyée au cimetière après sa résolution, de manière donc normale, par les mécaniques de jeu, eh bien elle ne sera envoyée au cimetière qu'à la fin de la résolution de la chaîne tout entière. Donc si vous activez Cupidité téméraire en réponse à A force égale, vous allez à la résolution avoir A force égale et Cupidité téméraire, au moins. Ces deux cartes seront toujours face recto sur le terrain. Ça c'est un rappel de la vidéo sur les chaînes. Pour en finir avec cette carte, voyons ce que l'adversaire ne peut pas bannir et comment ça affecte la résolution de la carte. Et on va parler des jetons, qui ne peuvent pas être bannis face verso. Ça veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, si votre adversaire ne contrôle que des jetons, il est impossible d'activer A force égale. Ça veut aussi dire que si l'adversaire contrôle des jetons et d'autres cartes, et que vous n'avez qu'A force égale de votre côté, il devra bannir autant de cartes que possible parmi ce qui peut être banni. Le fait que l'adversaire contrôle un jeton peut donc le bloquer et l'obliger à bannir ce qu'il aurait normalement gardé. Et bien entendu, si on ne peut pas bannir à cause de mur de fer impérial, on ne peut pas activer A force égale. Vous n'avez pas non plus le droit de l'activer depuis votre main si votre adversaire ne contrôle aucune carte. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée, et sachez que j'ai encore beaucoup de questions en stock. Je pense qu'on en a encore pour au moins 3 autres vidéos avec mes notes, et encore parce qu'à mon avis il y a d'autres questions qui finiront par s'y rajouter tôt ou tard. Et c'est un format que je pourrais donc continuer à faire dans le futur. Je noterai des questions que je verrai, et quand j'en aurai assez, je pourrai refaire d'autres épisodes sur les staples. Ça me sert un peu d'instant ruling pot pourri, si vous voulez, bien qu'on reste dans l'optique de couvrir des cartes génériques, et que je trie autant que faire se peut, pour pas trop m'éparpiller, même si je suis un petit peu obligé de par la nature du sujet. Les cartes plus spécifiques auront leur propre vidéo sur leurs archétypes, par exemple avec les cartes Marionnettes de l'ombre, quand leur deck de structure sortira en début d'année prochaine. N'hésitez pas à me soumettre des questions et sujets en commentaire, et je vous dis à plus les gens!